Bonjour et bienvenue sur Kanpai, format interview dans ce podcast où j'accueille aujourd'hui Louis-San, influenceur Japon. Comment vas-tu Louis-San ? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, c'est adorable. Merci d'avoir répondu par la positive, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Alors aujourd'hui, on va parler de ton profil qui est un peu particulier parce que tu es un youtubeur à gros succès, bientôt 1,2 million d'abonnés, et puis tu as beaucoup d'activités aussi en parallèle, et donc tout ce que tu racontes sur tes différentes chaînes YouTube va pouvoir être développé ici, peut-être d'une autre manière. Nous, c'est ton profil vraiment qui nous intéresse, et puis ton rapport avec le Japon. Okay. Je pense qu'il va être assez éclairant à plein d'égards, parce que tu as un profil franco-japonais. Exact. Donc ça fait évidemment partie des choses qui sont assez intéressantes à aborder. Alors, tu es né en 96. Tout à fait. Tu as une maman japonaise et un père français, et tu pars assez rapidement au Japon, en réalité, dès tes premières années. Oui, même dès ma première année. Je crois que j'avais un tout petit peu plus d'1 an, le premier voyage au Japon. D'accord, donc ça, c'est pas de souvenirs. Les premiers souvenirs du Clairement Japon arrivent à peu près à quelle période pour toi ? Les premiers souvenirs, ils arrivent à l'âge de... Alors, forcément, la première fois où je suis allé à l'école, c'est marquant. Du coup, c'est quand j'avais 6 ans, si je dis pas de bêtises. Et là, oui, effectivement, j'ai des souvenirs. Mais avant ça, j'en ai vaguement quelques-uns, mais c'est très, très flou, quoi. D'accord, parce qu'à cette époque-là, donc tu allais au Japon tous les étés, c'est ça ? Exactement. J'allais tous les étés, 1 mois, pour aller justement dans cette école primaire à côté de là où habitaient mes grands-parents, pour avoir l'immersion pendant 1 mois de l'école japonaise, vraiment au Japon. Ok, là on était à Tokyo, c'est ça ? Exactement, à Setagaya-ku. Et alors, ce qui se passe pour toi, c'est que tu es laissé, en fait, entre guillemets, à tes grands-parents pour les étés, ou est-ce que tes parents restent avec toi ? Alors, généralement, ils me laissaient chez mes grands-parents, et quand ils étaient là, ils en profitaient pour se balader un peu à 2 dans le Japon. Donc régulièrement, tu es immergé complètement dans la vie japonaise, Complètement. dans cette culture et dans ce quotidien. Est-ce que pour toi, du coup, à partir de ces premiers souvenirs de l'école, tu t'aperçois vraiment de ces différences, et qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi ? En vrai, c'est assez rigolo parce que quand t'es enfant, tu comprends pas le concept de différence culturelle. Tu te dis juste, bah là on est comme ça et là-bas on est comme ça. Et en fait, ton cerveau, je pense, il est très flexible, hein. Et du coup, il s'adapte très vite. Enfin, c'est à peine si tu te rends compte que tu agis toi-même différemment quand t'es dans un autre pays, en fait. D'accord. Je pense que c'est pas plus différent de quand, par exemple, tu te tiens différemment en classe et chez tes parents. Tu Et vois. alors, à l'école peut-être, est-ce que tu ressens des distinguos ? Parce que... Alors, ouais, à l'école, forcément, il y a des différences notables, hein. J'en ai bassiné, hein, sur ma chaîne, clairement. Même les autres chaînes en ont pas mal parlé. Mais oui, j'ai pu vivre vraiment l'expérience full de ce qu'est une école au Japon. Et effectivement, c'est bien différent de ce qu'est l'école française. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés dans les deux. Et ouais, j'ai fait le traditionnel nettoyage, le osrozi, voilà, donc dans les classes japonaises, avec le torchon que tu mets devant toi et tu dois marcher derrière, enfin tu dois te mettre accroupi derrière là pour nettoyer le sol. Ça c'est d'ailleurs très dur, hein, quand tu sais pas le faire, ça au début, tu rames, hein. Comment ça se passe quand on est un mois d'été au Japon à l'école ? Parce que la rentrée scolaire, donc chez nous, qui est en septembre, au Japon, elle est plutôt au printemps. Donc Oui, tu arrives, finalement, les vacances scolaires d'un mois sont au mois d'août au Japon. Toi, tu arrives, j'imagine, peut-être un mois d'école en juillet, c'est ça ? c'est ça, exactement. J'arrive Et en alors, juillet. comment on est intégré ? Est-ce que c'est toujours la même classe que tu retrouves ? Est-ce que... C'était presque la même classe que je retrouvais. Bon, forcément, le professeur changeait chaque année parce on montait d'un cran à chaque année. Mais je retrouvais à peu près les mêmes personnes. Mais ouais, c'est très dur de t'intégrer à l'époque, hein. Enfin, je veux dire, il y a plein d'erreurs un peu bêtes que je faisais en termes de parler. Par exemple, un truc que je dis souvent, c'est que je faisais du yobiste, qui était globalement le fait de ne pas mettre de particules, que ça soit san, kun ou chan, derrière un prénom. Quand on appelle quelqu'un, pour moi en fait c'était réducteur en fait dans mon esprit parce que ça faisait très, de mettre une sorte de suffixe à un prénom, je trouvais ça un peu réducteur, ouais, tout simplement. Et en fait je me suis rendu compte des années plus tard qu'en fait non, c'est nécessaire, quoi, faut le mettre parce que sinon c'est un signe de familiarité assez fort. À partir de quel moment tu commences justement à ressentir ces différences-là, culturelles, peut-être au-delà de l'école ? Je pense c'est au-delà de quand je commence à avoir 10 ans. Quand je commence à avoir 10 ans, je commence à me rendre compte de différences, tout ça. Et les premiers souvenirs de différences que j'avais, c'est sur la papeterie.
on reste pas très loin de l'école, mais sur la papeterie japonaise qui bon, aujourd'hui, il y a plus trop enfin, elle est quand même mieux au Japon qu'en France, je trouve, mais à l'époque, c'était vraiment violent, hein. À l'époque, vraiment, nous, on était encore à notre stylo Bic, à l'école, le stylo plume, et eux, ils avaient déjà des critériums qui allaient dans tous les sens avec un multi, des stylos 6 couleurs avec ce qu'il fallait. Enfin, c'était assez impressionnant. Et du coup, je me ramenais avec ça à l'école en France. Et à chaque fois, j'étais un peu le mec avec qui il fallait voler les affaires, quoi. Donc à ce moment-là, donc on est au milieu des années 2000. Ouais. Là, ton entourage français avec lequel tu passes, tes copains en fait à l'école, avec lesquels tu passes 11 mois par an, se rend compte, peut-être aussi lui aussi à ce moment-là, que tu es franco-japonais et que tu as donc des avantages, en l'occurrence là la papeterie, mais peut-être d'autres. Oh, alors ça, je t'avoue, pas trop. C'est plus à partir du lycée que je l'ai senti. Mais jusque-là, vraiment, primaire, collège, tu sais, c'est à part quand on dit le mot Japon dans la classe et tout le monde se retourne vers toi. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui t'arrive, hein. Il n'y a pas encore trop l'influence des mangas, c'est un peu Non, plus pas tard ça. trop. Pas trop. Franchement, vraiment pas trop. Moi, je l'ai vraiment plus senti au lycée, ce truc-là. D'accord. Et le fait d'aller au Japon les étés, alors au début ça t'est imposé, c'est normal, t'es enfant, Ouais. mais est-ce que c'est quelque chose que t'attends avec impatience, que t'adores, ou au contraire tu te dis bon écoute ça va arriver, c'est normal. Comment tu le ressens ça, le fait d'aller un mois au Japon chaque été? C'est très condescendant, du coup, la manière dont je vais le dire, mais ouais, c'est comme quelqu'un qui retourne au bled, c'était un peu ça pour moi, quoi. Du coup, j'étais content, enfin, j'étais globalement content d'y aller, mais c'est vrai qu'il y a une certaine normalité qui s'installe, hein, forcément, quand tu le fais depuis que t'es tout petit et que j'ai aucun souvenir de mon premier voyage au Japon. Bah, dans ta tête, c'est basique. Tu te dis, bah, c'est l'été, c'est les vacances d'été, bah, je vais aller au Japon un mois, quoi. D'accord. Tu apprends le japonais évidemment très tôt, parce que tu es issu d'un Ouais. couple binational. Est-ce que ça se fait naturellement, progressivement? Est-ce que ça devient difficile? Comment ça se passe pour toi? Parce qu'on sait que l'oral en japonais est relativement facile. Ouais. Et puis évidemment, dans une famille comme celle-ci, ça l'est encore plus. Après, j'imagine que c'est la partie écrite qui pose le plus de problèmes quand on est Clairement. en primaire comme ça, intégré à l'école japonaise. Parce que c'est pas une Clairement. école spéciale, c'est une Non, école non, non, c'est une japonaise. école japonaise, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus normal en fait, hein, donc non, le parler ça a été l'écrit, on va dire quand j'étais au primaire, je m'en sortais par rapport aux autres, j'étais clairement pas le meilleur au kanji, hein, faut pas rêver non plus, mais ça va. Je me sentais pas non plus, giga à la traîne ou quoi. Par contre, je pense que si j'avais été au collège, dans un collège japonais, là, je pense que j'aurais commencé à me sentir vraiment, vraiment largué par rapport aux japonais utilisés. Mais comme j'ai la chance d'avoir été, à l'école AAA, du coup à Paris, où je faisais 3 heures de cours par semaine là-bas le samedi après-midi. Bah, j'avais l'habitude aussi de faire d'autres matières en japonais. J'avais 1 heure et demie de maths en japonais. Et d'ailleurs, ça m'a aidé toute ma vie ce truc-là. Mais vraiment, c'est ça qui me permettait aussi de ne pas être déboussolé dès que je voyais autre chose, une autre matière avec des kanji, quoi. En quoi les maths japonaises t'ont aidé? Parce que en fait, en gros, on avait un Kurokaso, donc du coup, on avait on va dire un livre slash cahier. Enfin, tu sais, c'est un truc, c'est un concept qui existe. Enfin, ouais, si, c'est un cahier, on va dire, un cahier que tu remplissais avec des leçons dedans, tout ça, et un cahier correspondait à une année. Et le truc, c'est que j'adorais les maths quand j'étais petit, et j'ai bouffé les Kyokacho du coup très rapidement, ce qui fait que j'ai rapidement pris 3 ans, voire 4 ans d'avance en termes enfin, sur les maths uniquement, pas sur le reste, hein, mais sur les maths uniquement, j'ai pris de l'avance en fait. Et du coup, toute ma vie, enfin toute ma scolarité jusqu'au lycée, bah, tout ce qu'on voyait en France, enfin dans les maths en français, je l'avais déjà vu 1 ou 2 ans avant, enfin, avec les cours en japonais. Donc tu vas à l'école de japonais, ça participe, je pense, d'une envie de tes parents d'avoir un apprentissage du japonais qui Ouais. soit quand même très carré. Ouais. C'est-à-dire peut-être surtout à l'écrit ou Pas vraiment. également. L'objectif vraiment, c'était que je sache parler et que je sache comprendre et que j'ai entre guillemets un japonais naturel. C'est-à-dire que j'ai un japonais qui puisse vraiment, quand on me considère comme étranger, c'est chez la majeure partie du temps au Japon, et je commence à parler japonais, il y a toujours un oh, enfin la manière de parler est vraiment, vraiment ok tout ça. Et puis surtout, en fait, c'est pas forcément en question d'accent ou quoi, c'est vraiment en termes d'utilisation idiomatique des expressions, des choses qu'on n'apprend pas à l'école, des manières de parler qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est surtout ça qui fait la différence, entre guillemets, dans mon japonais à moi. Après, c'est sûr qu'en termes de vocabulaire ou quoi, je vais être au bout d'un moment, je vais être neutralisé, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas le meilleur vocabulaire du monde au japonais, clairement pas. Et typiquement, Mitsu, j'imagine que tu connais, lui, un Tu meilleur feras japonais partie de que nos moi. invités un peu plus tard, hein, je fais la Voilà, parenthèse. il a un meilleur japonais que moi, bah forcément, vu qu'il pratique depuis 10 ans en non-stop, ça fait la différence aussi. Mais il a aussi un don, hein, un certain don sur les langues, hein, ce monsieur, hein.
On n'est pas tous égaux face à Ouais, l'apprentissage ouais, des langues. clairement pas. Là, je fais une petite ellipse temporelle, mais tu connais combien de kanji à peu près? On n'est pas sur un concours, mais Oh, pour non, info. clairement pas. Moi, je suis rincé. Aujourd'hui, je suis rincé, hein. Aujourd'hui, je dois en connaître, je sais pas, 500 à tout casser, tu vois. Et encore, je force le trait, je pense. Donc tu as perdu sur l'apprentissage, mais ce qui nous arrive à tous, évidemment. Ouais, ça se perd beaucoup parce qu'on n'en voit jamais en fait. Tu les vois jamais quand t'es en France, t'en vois jamais, tu les utilises pas. Et puis même, j'ai envie de dire, avec les nouvelles technologies, t'as même pas besoin de Mm. savoir les reconnaître parce que juste quand t'écris, bah, ça fait ça fait la transcription directement en kanji. Et voilà, du coup, clairement, j'ai pas besoin. Tu vois, par exemple, là, j'en réapprends de nouveau bah, depuis que j'ai ma maison, tu vois, pour identifier rapidement facture d'électricité, facture d'eau, tu vois, tout ça et tout. Après, le truc, c'est que souvent en japonais, c'est un peu vicieux parce que t'as pas besoin de reconnaître tous les kanji. Il suffit que tu sois dans le contexte. Par exemple, typiquement, bah, tu as le contexte, tu reçois une lettre, tu vois, c'est écrit le kanji juste de l'eau qui est ultra simple, bah, tu te doutes que c'est une facture d'eau, en fait. Et t'as pas besoin de lire le reste. Donc, c'est surtout comme ça que je fonctionnais. Ok, je vois. Donc tu disais, ça commence un petit peu en termes de ressenti autour de toi à changer à partir de la fin du collège, peut-être début du lycée. Ouais, C'est là où on s'aperçoit que tu es japonais et que toi, ça apporte un plus. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu commences ton activité sur YouTube? pas du tout. Alors là, il faut alors attendre beaucoup plus de temps avant que je me lance sur YouTube. Et même que ne serait-ce, j'ai l'idée de parler du Japon parce que c'était clairement pas quelque chose qui me drivait vraiment. Enfin, j'étais pas. Je pense que aujourd'hui, si là j'étais au lycée, je serais beaucoup plus le japonais de la classe. Je sais pas si tu vois de quoi à peu près qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, Mhm. parce que t'as les mangas qui sont devenus très populaires auprès des jeunes, alors que à l'époque c'était pas trop le cas, hein. À l'époque, faut se remettre en contexte, il y avait Naruto, enfin vraiment il y avait que Naruto, j'ai envie de dire presque. C'était vraiment le machin de l'époque et on suivait les chapitres semaine par semaine, mais il y avait clairement pas toute la classe qui était dessus, tu vois. C'était, je sais pas, allez, une personne sur 10 peut-être qui suivait les mangas, hein. On est Vraiment, au début des années 2010, c'est ça? ouais, c'est ça. Au début des années 2010, on est loin de la grosse vague qu'on a aujourd'hui, oui, ultra populaire. Même si, bien sûr, il y a toute la génération Club Dorothée qui est déjà plus âgée et qui, eux, sont fans, tu vois. Là, je sais pas, il y a une sorte de trou. Et un peu un trou, je trouve, entre la génération Club Do et la génération d'aujourd'hui qui consomme vraiment beaucoup de mangas. Donc, j'étais pas la bête de foire, en vrai, vraiment pas, clairement, enfin, là-dessus. Et vraiment, le japonais, c'était juste mon LV3 au bac pour avoir 10 points en plus, quoi. C'était un peu ça. Donc ton choix d'études supérieures, il est pas lié au Japon. On aurait pu Rien à voir. imaginer que c'est la poursuite classique, on va dire. Alors je sais pas, mais tout dépend du métier que tu veux, vers lequel tu veux te diriger après. Mais quand tu as des bases aussi solides comme ça et des facilités, toi tu vas au contraire vers un cursus d'ingénieur. Ah oui, complètement. J'ai vraiment le. À aucun moment, je me suis dit que le Japon allait. Enfin, ça allait forcément faire un petit peu la différence sur un CV, mais c'était un petit plus, quoi. C'était loin d'être la base de quoi que ce soit. Tu voulais pas devenir traducteur ou ce genre de Clairement métier. pas, Hmm. clairement pas, clairement pas. Pour te dire, même à un moment, j'avais le japonais en exergue, c'est-à-dire que vraiment, je supportais pas le japonais, j'en avais marre des kanji, je détestais ça. Enfin, même, en vrai, j'aime pas beaucoup plus ça aujourd'hui, mais j'avais un rejet de l'apprentissage japonais qui a été assez fort à un moment donné, hein, parce que j'étais éclaté. T'as continué combien de temps à aller à l'école au Japon? À l'école au Japon, j'ai fait que, du coup, toute la primaire japonaise, donc l'équivalent du CP jusqu'à la 6e pour la France. Et en revanche, pour l'école AAA dont je te parlais tout à l'heure, donc à Paris, ça, je l'ai fait jusqu'à mes 16 ou 17 ans, je crois. Donc tout ce temps de collège et lycée, tu continues à aller au Japon un mois par an, C'est ça. mais sans aller à l'école. Là, t'es vraiment tu Ouais. profites. Là, je profite, je vis. Je commence à faire mes premiers voyages solo aussi. Je commence à faire mes premiers voyages solo et mes premiers voyages ou avec un ami, des trucs comme ça. D'accord. Tu voyages dans quelle région à ce moment-là? Oh, très peu, hein, c'est surtout, ça reste vraiment sur du Tokyo-Kyoto, hein. Vraiment, j'explore pas grand-chose là-dessus. J'avais juste, enfin, j'étais parti un peu en voyage scolaire quand j'étais plus jeune, dans des zones comme Nikko ou un peu plus dans le sud, je me souviens plus trop où c'était, mais je voyage très peu, hein. Bah, faut se dire aussi à l'époque, j'ai 14-15 ans, quoi. À quel moment tu lances ta première chaîne YouTube? Ma première chaîne YouTube, là, faut avancer beaucoup plus dans le temps parce que faut finir le lycée. Ensuite, je m'oriente vers une prépa. Je finis la prépa, j'arrive en école et c'est le jour où je suis arrivé en école où j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc t'as à peu près 20 ans, Donc j'ai 19 ans. 19 ans. J'ai 19 ans. Ouais. Et alors tu choisis tout de suite un angle Japon. Pas du tout. Au début, je choisis un angle qui était le truc de la mode à l'époque, qui était les podcasts. En fait, j'étais très inspiré Tiens par donc. Rire Jaune.
J'étais très inspiré par Rire Jaune, voilà, qui faisait. Enfin, quand je dis podcast, c'est pas ce qu'on appelle podcast aujourd'hui, c'est les Ouais, ouais, bien podcasts de sûr. l'époque. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu prends une thématique et tu fais un sketch de 3-4 minutes dessus, quoi. Du fast cam, ouais. Exactement. Et j'étais très inspiré par Rire Jaune, qui était une référence pour moi et d'ailleurs, c'est un youtubeur que j'ai vu évoluer aussi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le suivre, Rire Jaune, je suis fier de dire, il avait même pas 10 000 abonnés à l'époque. Et Dieu sait que ça n'a pas duré longtemps. Donc vraiment, j'ai commencé à le suivre à ce moment-là. Vers le début de la prépa, j'ai commencé à le suivre. Et en deuxième année de prépa, j'avais tellement envie de faire des vidéos. Vraiment, j'avais trop envie. Et c'est comme ça que je me suis lancé en arrivant en école parce que j'avais plus de temps disponible. Et pas du tout centré sur le Japon pour le coup. Vraiment, j'étais parti sur des trucs, des thématiques basiques. Et un moment, j'ai commencé à parler du Japon. Et là, j'ai vu que la sauce prenait beaucoup plus. Ok, donc tu as plus de vues sur les vidéos Japon que C'est tu fais ça. un peu, pas par hasard, mais parmi d'autres Presque, hein. sujets, quoi. C'est ça. Bon, c'est juste que je me dis, tiens, j'ai des trucs à apporter là-dessus. Mais à aucun moment, je me suis dit, ah ouais, c'est cool, faut que je parle de ça, tout ça. Parce que je me disais, bah, en fait, ça va juste m'enfermer dans une thématique et c'est pas ce que je veux. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai gagné beaucoup plus à en parler qu'autre chose. Donc c'est ce que disait Tev, en fait, tu as suivi en fait ce que te demandait ta communauté en réalité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait vraiment une grosse demande sur le contenu Japon, et moi j'avais peur de m'enfermer dans ce truc-là. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que j'étais beaucoup plus enfermé dans mon format d'avant, parce que dans le format d'avant, j'étais obligé de faire que du fast-cam. C'est-à-dire que je faisais que des podcasts du fast-cam, et je me suis rendu compte que en me dirigeant vers le contenu Japon, bah, je pouvais faire beaucoup plus de choses. Certes, je devais parler du Japon, mais j'avais beaucoup plus de liberté, que ça soit un vlog, que ça soit une vidéo thématique, que ça soit un top, que ça soit un truc de bouffe, que ça soit vraiment. Et ça c'est encore aujourd'hui, je trouve, une de mes grandes forces sur ma chaîne, c'est que je peux faire un format très libre, jusqu'à même des formats aujourd'hui où j'apparais même pas. Je suis très fier de ça. Ça se développe assez vite justement à partir du moment où tu te diriges sur des vidéos au Japon. Là, ça prend vite. Pas tant que ça, après la création de ma chaîne, en un an, j'ai 8000 abonnés. Donc ça rame, tu vois, ça rame beaucoup. Et ce qui va tout changer, c'est une vidéo en particulier. C'est quand j'avais 20 000 abonnés environ, je sors en mai ou juin 2017. Ouais, c'est ça, je crois, 2017. Je sors une vidéo sur les Français vus par un Japonais. Et en gros, c'était un sketch pur, donc de début à la fin, où je jouais le personnage d'un Japonais qui venait à Paris et qui découvrait un peu comment sont les Français, tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, ma communauté, elle savait très bien que c'était un personnage et que c'était pas moi du tout, et que c'était voilà, un truc pour la vidéo, et du coup, ils étaient en mode, oh, c'est trop cool. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que YouTube a décidé forcément de partager ça à un peu quelques personnes qui sont pas de ma communauté, et les gens ont cru au personnage. Ils ont totalement cru au personnage. Et Dieu merci, heureusement, j'ai pensé à faire une outro en full français à la fin de la vidéo. Ce qui fait que les gens, ils se sont sentis complètement bernés. C'est-à-dire qu'ils se sont fait complètement avoir. C'est-à-dire que pendant toute la vidéo, ils se disent, oh la vache, c'est trop bien, c'est un japonais qui parle de ses ressentis en France, de comment ça s'est passé sur les Français, tout ça. Et même, je fais parfois même exprès de mal parler français dans la vidéo. Et à la fin de la vidéo, j'arrive vraiment en mode merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Enfin bref, tout le speech. Et là, les mecs sont en mode quoi? Pourquoi? En fait, qu'est-ce que je viens de regarder en fait? Et à partir de là, YouTube va suggérer énormément cette vidéo et toutes mes autres vidéos en fait. Et je vais passer en un mois, je vais passer de 20 000 à 70 000 abonnés. Et quelques mois après, j'atteins les 100 000 et puis après, c'est parti, quoi. Après, c'est Road to Heaven. Ouais, road to ramper aussi, hein, road to ramper. Est-ce que c'est à peu près dans ces eaux-là que tu as ce fameux passage à la télé, rue Sainte-Anne? Oui, c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est à peu près dans ces eaux-là que je commence. C'est un petit peu après. C'est genre quelques mois après ça. Donc c'était plus, je crois, vers la fin d'année 2017. D'accord, donc c'est une sorte de double kickstart qui se fait progressivement, Ouais. qui te permet en 2017 de voir ta notoriété exploser. Et là, tu as l'intelligence de ne pas arrêter tes études. Ouais, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je n'arrête surtout pas mes études, et c'était hors de question après avoir trimé autant d'années. Vraiment, c'était hors de question d'arrêter. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme la moitié de ma promo. C'est-à-dire qu'entre la deuxième année d'école d'ingé et la troisième année d'école d'ingé, eh bien, j'ai fait une année de césure. J'ai fait une année de césure où je travaillais chez Canal+, les 6 premiers mois. Et je travaillais chez Canal+, en même temps je rentrais le soir et je faisais mes vidéos, quoi. Et après, forcément, ce qui arrive et devient légendaire, hein, c'est que je pars chez Tev pour travailler chez lui, tout simplement, à SI Japon, pour 3-4 mois. Donc là, c'est le fameux stage
Et puis la création de TV Louis. Exactement, voilà. La Donc création de deuxième TV. chaîne Voilà. YouTube. Là, tu sens que tu te diriges vers peut-être, tu commences à voir que tu es sur une carrière YouTube. À la fois oui, mais en même temps, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. J'avais, je crois, à ce moment-là, enfin, j'étais encore déficitaire. C'est-à-dire qu'il me semble, je commençais tout juste à gagner un peu d'argent avec YouTube parce que bah, j'avais dépensé en caméra, en micro, en machin, enfin, tu vois, genre, t'as toutes les dépenses. Et vraiment, hein, quand j'arrivais pas loin de 200 000 abonnés et je commençais tout juste à bah, rembourser tout ce que j'avais tout ce que j'avais dépensé et à gagner un peu de sous. Donc à la fois je me dis oui et à la fois je me dis bon, c'est pas encore ça non plus quoi. C'est pour ça que tu as toujours cette idée de finir tes études. C'est en 3 ans ton C'est ça. école d'ingé, c'est ça? Ouais, c'était 2 ans de prépa et 3 ans d'école. Ouais. Donc là, tu sais à ce moment-là que il te reste 1 an d'études, tu C'est ça. finalises, tu as ton diplôme, et puis après, tu as le choix. C'est ça, et après j'ai le choix. Et en vérité, en fait, ça s'est vraiment fait, tout s'est fait au bon rythme, je trouve. Parce que quand je suis rentré, du coup, donc dans mon école à Brest, voilà, après avoir passé littéralement 4 mois au Japon à faire des trucs de fou avec Tev, à faire des vidéos dans tous les sens, avoir vraiment vécu la passion à 200%. Après l'été aussi, je me suis buté aux vidéos, tout ça. Je rentre en école, retourne en école d'ingé. Ouah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, surtout qu'à ce moment-là, j'ai ma chaîne qui est autour de 300 000 abonnés. Donc ça commence à devenir un peu plus sérieux. Et là, c'est le début aussi des partenariats, enfin, intégration. Donc c'est le début des NordVPN, tout ça. Et je commence à avoir une double vie qui devient un peu violente. C'est-à-dire que, imagine, le vendredi, je suis en train de passer un partiel. Le samedi, je suis en train de faire une convention, en train de faire des dédicaces, des choses comme ça. Et puis après, genre, je commence à appeler des mecs pour négocier des contrats, des choses comme ça. Ça devient très bizarre. C'est une sorte de double vie qui se crée qui était assez compliquée à gérer. Et je me suis dit, heureusement que ça s'est fait dans cet ordre-là. Parce que clairement, si ma chaîne avait. Si on me prenait 1 an après, c'est-à-dire qu'avec l'évolution du business, tout ça et tout, 1 an après, je pense que ça aurait été encore plus dur pour moi de finir mes études. Donc là, tes potes, évidemment, ils sont au courant que tu es Ouais, ils youtubeur. sont au courant. Bah, en fait, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que tous mes potes d'école d'ingé, ils étaient là quand j'ai fait mes premières vidéos. Donc, ça, c'est trop bien. J'ai vraiment un cercle qui s'en bat les couilles que je sois youtubeur et c'est vraiment un bonheur. Et est-ce que tes profs et directeurs, en fait, la direction de l'école le savent aussi? Très peu, très très peu. Il y a quelques profs qui le savent vaguement, mais enfin ça se sait pas de fou non plus dans l'école. Il y a juste un moment où j'étais un peu mal à l'aise, c'était quand j'étais tout simplement, on va dire au resto universitaire de mon école, en train de manger avec tous mes potes, tout ça à une table. Il y a un mec de première année qui vient pour me demander une photo. J'avoue là ça fait bizarre. Là, c'est la notoriété. C'est la notoriété, mais c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais il a tout à fait raison. Enfin, c'est très bien, mais c'est vraiment pour moi, en tout cas, c'était vraiment, j'étais en mode, ah putain, ça me fait bizarre de dire que je suis youtubeur même quand je suis en école. Ouais, parce que tu participais à des conventions, tu avais des rencontres abonnés, C'est mais ça, t'étais voilà. pas encore dans ton quotidien. Non, clairement pas. Donc là, tu finis ton année, Voilà. ta Très, dernière très année, officiellement. tu obtiens ton diplôme, tu es à peu près à combien d'abonnés à ce moment-là? Quand j'obtiens mon diplôme, du coup, on arrive vraiment l'obtention du diplôme final, parce qu'après, il y avait la dernière année, et puis après, il y a aussi il y a un oral. Donc, du coup, ça tire en longueur. Hein, ça tire vraiment en longueur. On arrive début 2020, en fait. On arrive début 2020. Non, pardon. Non, pardon, excuse-moi. On arrive fin 2019 pour l'obtention du diplôme, tout ça. Et c'est à ce moment-là où je vais faire je vais faire pas un burn-out. En vrai, c'est pas vraiment un burn-out, mais je vis ce qu'on appelle l'effet de rebond. C'est-à-dire l'effet d'avoir plus de ressources pour faire ce qu'on veut, mais de ne pas réussir à produire plus. Et c'est très frustrant, voilà. Et parce que j'avais tout mon temps maintenant qui pourrait être dédié à YouTube, et pourtant j'arrivais pas à produire plus, à créer plus ou quoi. Donc je patinais beaucoup, et je me suis remis vite de ce truc-là. Donc ça a été, mais c'était un truc un peu vicieux au début. Quand tu as ton diplôme, tu sais tout de suite que tu te consacres à YouTube à 100%? Ouais, j'ai même vraiment pas eu d'hésitation là pour le Il n'y coup. avait plus de doute. Ouais, il n'y avait plus de doute en termes de montant que je pouvais gagner sur YouTube, vraiment même de ce qui me plaisait. Et en plus, c'est grâce à l'expérience que j'ai eue chez Canal+, où je me suis dit que ouais, je veux pas faire ça. Donc là, on est fin 2019, diplôme, tu te mets à fond sur YouTube, l'effet de Ouais, rebond, et puis arrive le Covid, qui est c'est ça. évidemment un moment charnière pour tous les créateurs de contenu C'est vrai. vidéo, stream, etc. Est-ce J'appelle que ça la période qui tout double. t'en as C'est... profité? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été bien vécu? Est-ce que Alors, à titre professionnel, ça a été une super période pour moi, parce que,
en fait, c'était une période où il y avait beaucoup de monde sur YouTube, forcément, sur les réseaux, sur Internet en général. Par contre, il y avait aussi beaucoup de créateurs sur YouTube. C'est que vraiment, c'est pour ça que j'appelle vraiment cette période qui tout double, parce qu'il y a autant des gens qui vont me dire, ouais, pendant le confinement, c'était trop bien, j'ai fait des stats de fou, j'ai fait des trucs de fou. Et autant il y en a qui vont dire, bah, moi, ça m'a tué. Ça m'a tué parce que je pouvais pas forcément faire des vidéos, tout ça, et du coup, j'ai pas pu produire, et du coup, l'algo m'a enterré, quoi. Donc c'était vraiment une période qui tout double. Et bah avec Tev, on a vraiment réussi à très bien gérer ce passage-là. Donc forcément, ça nous a fait décoller. Je crois que, attends, si je te dis pas de conneries, j'ai démarré l'année je crois, à 500 000 abonnés, un truc comme ça, et je l'ai fini autour de 800 000. Hein. Donc vraiment une grosse année 2020 pour moi. Alors, à ce moment-là, le Japon ferme ses frontières. C'est Ouais, évidemment notoirement connu parce que ça a duré très longtemps, plus de ouais, 2 ans, et puis ça a mis du temps à se finaliser, à revenir un petit peu comme à l'état que c'était avant le Covid. Toi, tu as la possibilité, grâce à ton ouais, passeport japonais, de exactement. voyager. Donc, je pense que ça participe de la qualité de ton contenu à ce moment-là, et puis de Forcément, ouais. l'exclusivité en quelque sorte. Forcément, ouais, c'était. Heureusement, putain, que j'avais ça, parce que sinon, c'était dur. Hein. Franchement, je vais être honnête, sinon, ça aurait été très dur de maintenir des vidéos ou quoi. Même si pendant un bon moment, je suis resté quand même en France pendant, je crois, 4-5 mois, et j'ai réussi à tenir la baraque, donc je me suis dit, ok, ça va, j'arrive à tenir, mais c'est vrai que ça va faire du bien aussi d'être au Japon. On va en reparler un petit peu plus tard, mais avec la notoriété viennent évidemment les haters, hein, les gens qui Ouais, sont moins normal. d'accord avec ce que tu fais, et puis avec les réseaux sociaux, bien entendu. Là, à ce moment-là, il y a de toute façon cet effet de jalousie qui arrive, j'imagine, de la Ouais, part de certaines personnes, pas forcément de ta commu, mais sur les réseaux au ouais. global. Comment tu le vis, ça, justement, le fait que tu aies ce caractère d'exclusivité lié à ta double nationalité et à tes passeports, et qui te permet de faire du contenu qui est hyper apprécié d'un côté, et de Ouais. l'autre, de se prendre justement ce retour de bâton, entre guillemets. Alors, pour la question des dramas, en vrai, en général, j'avais déjà expérimenté ça il y a quelques années avant, ce qui a permis de me forger aussi un petit peu, avoir une petite carapace, histoire de. Parce que, en fait, c'est je trouve, autour de 200 000, un petit peu, ça se fait, ou plutôt de 500, en fait. Entre 200 et 500, en fait, tu passes d'un gros youtubeur niche à un petit youtubeur mainstream. Et la différence est vraiment notoire, parce que du coup, moi je le sentais vraiment au niveau des commentaires. Avant, quand dans les commentaires on s'adresse à toi, on te dit, ah machin sympa ta vidéo ou quoi. Et progressivement, tu ne deviens plus un être humain. Progressivement, tu deviens un produit. Et en fait, c'est normal aussi, hein, je comprends le raisonnement de ces gens-là. Mais c'est vrai que peu à peu, les gens oublient que tu es un être humain, et que tu produis tes trucs aussi. Tu deviens une sorte de produit de consommation, tout simplement. Et du coup, les critiques peuvent être beaucoup plus virulentes. Et après, effectivement, pendant la période 2020, oh ouais, je m'en suis mangé des dramas hein. En 2020. Clairement, c'était vraiment relou, surtout bah, par rapport à cette histoire de passeport, tout ça. Il y avait une grosse frustration. Ce qui est rigolo, c'est que de la frustration, elle venait pas du tout de la part des gens qui pouvaient pas venir au Japon. C'est plutôt la frustration des gens qui pouvaient pas sortir du Japon et revenir, en fait. C'était surtout les expats qui étaient bloqués au Japon, qui étaient très très frustrés là-dessus. Et ouais, je me suis pris quelques torgnoles à propos de ça, mais après, enfin, j'avais rien à mentionner particulièrement. Je veux dire, c'est comme ça, et puis je peux rien y faire, quoi. T'arrives déjà à le gérer du fait de ton expérience préalable Ça de fait bad jamais plaisir. buzz. Je vais être honnête, ça fait jamais Ouais. plaisir. On peut jamais dire je m'en fous complètement. Ça, enfin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je m'effondre pas avec ça non plus, quoi. Donc tu poursuis les activités, tu développes, tu continues de développer la chaîne Louis San, TV Ouais, Louis en parallèle, vous trouvez votre aussi. rythme, votre ton. Ouais. Et puis c'est à ce moment-là peut-être que tu commences à te dire j'ai envie d'investir au Japon. Alors ça va arriver beaucoup plus tard, en vrai. Mais effectivement, c'est vrai, vraiment vers 2021 où je me suis dit, j'en ai marre de vivre comme un ado à chaque fois que je viens au Japon, parce qu'à chaque fois, bah, soit je prenais l'appartement de Tev, soit par exemple il m'a même logé chez lui, hein, enfin je veux dire très très gentiment, et pas de souci, tu vois. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je me dis bon, j'arrive à avoir des revenus, j'arrive à avoir quelque chose. Au bout d'un moment, ça va bien de profiter de la bonté de Tev, mais faut que je fasse mon propre truc aussi, quoi. Et c'est là où effectivement je vais vouloir investir dans une maison. Donc ça, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Là, ce qui se passe pour toi à ce moment-là, c'est que tu te dis aussi j'élargis un peu mes activités, tu commences à explorer le territoire du podcast pour le coup un peu plus classique. Là, on revient sur ce format podcast, pas le Ouais. fast cam, avec les podcasts horreur. Et puis Ça c'est beaucoup plus. Ouais, le cheminement est très différent, mais ouais, effectivement.
Et puis le livre également. Ouais. Donc là, on est vraiment sur 2 territoires qui sortent de YouTube, peut-être pour la première fois. Comment ça se passe pour toi au niveau professionnel? Niveau professionnel, c'était très, c'était très sympa à faire. Le truc, des podcasts, c'est que c'était une quantité de travail absolument, enfin, démoniaque. Vraiment, pas en tant que tel, mais ce qui était vraiment dur, en fait, c'était de produire ce contenu-là, tout en maintenant les vidéos. Et c'est ça qui est toujours la difficulté, en fait, dans tout ce que je fais, c'est de pouvoir sortir des gros projets, des gros machins, des grosses vidéos, ou que ce soit des grosses vidéos, ou que ce soit je sais pas, des projets, comme tu dis, audibles, avec les podcasts, mais de maintenir, en fait, la baraque avec les publications enfin, quasiment toutes les semaines. Et c'est vraiment ça qui est dur. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma grosse difficulté, dans mon quotidien. Et aujourd'hui, le livre, pareil, ça a été, j'imagine, enfin, moi je le sais pour Ouais. avoir été auteur, mais du coup, c'est un travail de fond qui est énorme à faire en Alors du coup, ce parallèle des qui est rigolo, vidéos. c'est que pour le livre, en fait, j'ai pas tant souffert que ça, pour la bonne et simple raison qu'en fait, le travail avait déjà été effectué avec les podcasts audio, en fait. Tous les scripts avaient été faits à ce moment-là. J'avais énormément souffert à ce moment-là, vraiment, j'en pouvais plus des nuits blanches et même moralement. En plus, avec ce que j'écrivais, ça donnait pas le peps, quoi, clairement pas. Donc j'étais vraiment au bout du bout à certains moments. Mais pour le livre, en fait, en soi, enfin, c'est surtout, je me souviens de ce rendez-vous. C'est tout simplement Elsa Lafont, donc du coup des éditions Michel Lafont, qui vient me voir et on discute tout simplement en réunion. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent juste récupérer les textes pour mettre ça en livre. Et moi, je me dis, moi, j'ai absolument rien à perdre dans cette histoire-là parce que c'est déjà tout qui est écrit, tout est disponible. Les voici, vraiment, j'étais comme ça à leur donner. Et la seule chose où j'ai vraiment été exigeant, c'est sur l'illustratrice. Vraiment, je voulais Nogi-san impérativement. Et j'ai même sacrifié une partie de mes revenus pour être sûr de l'avoir elle, parce que je trouvais que c'était important que ce soit elle et pas une autre. Enfin, pas une autre, un autre. On n'a pas parlé du merch. Tu as créé Ouais, ta marque de vêtements, Oni. effectivement. Tout est arrivé en même temps, hein. Les podcasts horreur, la maison et le merch, tout est arrivé en même temps. C'était en mars-avril 2022. La démarche pour toi, c'est une démarche créatrice. La démarche pour moi, c'était surtout de me libérer en fait d'anciennes marques avec qui je collaborais, qui étaient Reyes, où ça se passait très bien. D'ailleurs, j'ai vraiment pas du tout de souci avec eux. C'est vraiment, ça se passait très bien, mais c'est juste que je voulais avoir maintenant un peu la main sur tout le processus créatif et toute la chaîne, en fait, sur toute la chaîne avec la livraison, tout ça, le service après-vente. Et ouais, c'est vraiment, ça fait du bien. Et puis, en fait, moi, j'avoue, c'était surtout pour avoir mes propres fringues à moi. Et c'est vraiment le souhait que j'avais, c'est-à-dire que c'était vraiment pas de faire des t-shirts qui se vendent bien, c'était plus de faire des trucs que je veux porter moi. Aujourd'hui, ton projet peut-être majeur, c'est ce dont on parle depuis pas mal de temps déjà, parce que c'est un énorme projet. C'est ce bar que tu es en train de monter avec Marie. Alors, c'est à la fois un gros projet, et parce que forcément, quand on le dit, bar, restaurant, machin à Paris, ça a l'air immense, enfin, c'est un travail monstrueux. Et en même temps, en fait, on a la chance d'être complètement assisté. Vraiment, faut vraiment pas lésiner sur le mot. On est complètement assisté par un professionnel du milieu qui possède déjà de nombreux restaurants à Paris. Donc, du coup, de ce côté-là, en fait, on est juste. Enfin, moi, je me vois en tout cas plus comme un side sur le projet, dans le sens où moi, je vais pouvoir apporter ma volonté, qu'est-ce que je veux faire dans le restaurant, et quel genre d'événement j'ai envie de faire à l'intérieur. Mais toute la partie compliquée et toute la partie entre guillemets de gestion, où il faut avoir de l'expérience, où il faut avoir des connaissances, toute cette partie-là, eh bien en fait, j'ai la chance de ne pas avoir à m'en soucier. Vraiment, je suis vraiment que sur la partie, on va dire, fun du projet, c'est-à-dire la déco, qu'est-ce qu'on vend, et qu'est-ce qu'on peut faire comme événement. Alors à quoi ça va ressembler? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce projet? Alors sur ce projet, à quoi ça va ressembler? Globalement, comme c'est fait avec Marie, en fait, le rez-de-chaussée, ce sera un café coréen, et à l'étage, ce sera un restaurant de onigiri. C'est dans quel Voilà. quartier? C'est pas loin de la rue Sainte-Anne. Voilà. Quelle est la date d'ouverture programmée? Alors pour l'instant, programmé, c'est encore un peu flou parce qu'il y a les travaux, tout ça. Nous, ce qu'on vise, c'est qu'il y a un soft opening pour la Japan Expo, entre guillemets, en juillet. C'est-à-dire qu'il n'y ait que, par exemple, le rez-de-chaussée. Et l'ouverture. En vrai, techniquement, si les travaux tout se passait bien, normalement, même dès juillet, on peut tout ouvrir. Mais bon, on sait très bien comment ça se passait les travaux, il va y avoir du retard, tout ça, il y a sûrement des pépins qui vont arriver. Du coup, moi, ce que je vise, c'est quelque chose comme septembre. D'accord. En termes d'organisation, est-ce que tu y seras présent fréquemment? Tu feras des rencontres? Pour toi, est-ce que c'est un lieu qui va te servir à titre perso? Moi, oui, l'idée, c'est que je fasse tous mes pop-up stores là-bas, parce que j'en ai fait un, et là, il y a quelques mois, j'ai adoré l'expérience. Vraiment,
c'est fantastique à faire. J'ai adoré ça. Que ça soit en termes de rencontres, donc avec les gens, que ça soit en termes financiers, c'est 1000 fois plus intéressant pour moi de faire ça avec en pop-up store que en convention, tout simplement parce qu'il y a pas de brouhaha continu. Les gens sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus réfléchis, et en plus, c'est pas forcément le même public. Enfin, comme c'est pas un public qui a besoin de faire entre guillemets être dans la foule ou quoi. Eh bien, il y a beaucoup, par exemple, de couples qui viennent, et la population qui vient est beaucoup plus âgée en fait. C'est assez rigolo de voir ça aussi. On va arriver sur le dernier gros reveal de ta bio jusqu'à présent. C'est ton couple avec Jill, Alexandra. Oui, c'est vrai. Donc on se dirige tout de suite vers les questions. En réalité, c'est est-ce que Ouais. vous avez attendu un petit peu avant même Ouais, forcément. 2 ans avant de faire l'annonce. Est-ce que quand on arrive à ce niveau de notoriété sur YouTube pour toi et puis pour elle sur Twitch, est-ce que voilà, on a un regard différent sur la manière dont on se présente, dont on détaille sa vie? Est-ce qu'on commence à se protéger entre guillemets Bien du sûr. hors-milieu? Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, il m'est arrivé des folies. Enfin, je veux dire, ça arrive très souvent. En vérité, je vais être honnête, hein, je connais très peu de youtubeurs qui n'ont jamais porté plainte, hein. C'est un peu triste à dire, mais j'en connais très peu qui n'ont jamais eu de problème, que ça soit judiciaire, que ça soit de l'ordre du harcèlement ou quoi. Enfin, vraiment, c'est très très rare. Et bah, clairement, oui, on a attendu vraiment un bon moment avant de l'annoncer. Et pareil, ça n'a jamais été. On s'est toujours dit qu'à un moment donné, il fallait le dire parce que, enfin, que ça allait être su. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était que quand on le dise, les gens aient cette réaction de dire bah oui, enfin, on avait compris en fait. C'était vraiment qu'il n'y ait pas d'événement. Et là-dessus, je trouve on s'en est pas trop mal sorti là-dessus. Qu'il n'y ait pas un événement en mode waouh, ils sont en couple en fait. Comment C'est on gère quasiment. les haters? Alors toi sur YouTube, Ouais. Alexandra sur Twitch, comment ça se passe? Vous vous êtes forgé une carapace, j'imagine? Oui, clairement, on a une carapace, et puis au bout d'un moment, faut rester connecté aussi à la vraie vie, au vrai monde. Enfin, et puis savoir aussi où est-ce qu'il y a les pires trucs, tu vois. Typiquement, Twitter, c'est vraiment là où c'est le zoo. Et ça sert pas à grand chose de prendre en compte ce genre de choses. Enfin, parfois, je me dis juste, le pire, c'est pas forcément les gens qui critiquent ou qui sont très virulents ou quoi. Le problème, c'est plus les gens qui y croient derrière, qui vérifient, enfin, qui y croient et qui vont pas faire trois recherches. Ils vont dire ah ok, donc lui, il est comme ça. Enfin, tu vois. Et ça c'est juste un peu attristant, mais c'est tout, quoi. Est-ce que tu dirais que la commu Japon, en tout cas la sphère Japon, Ouais. est plus agressive, plus à même peut-être ou est-ce que non, c'est vraiment juste parce Ah, que t'es clairement pas. youtubeur? Ah non, moi je pense que c'est juste parce que je suis youtubeur. Au contraire, la sphère Japon, je la trouve très calme, hein. Quand je vois les gens, ils sont très très calmes. Enfin, puis même ils sont plus âgés, donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Même si plus âgé veut pas forcément dire plus poli ou moins harceleur, hein. Ça, c'est un truc assez notable. Là, il y a pas forcément la sagesse ne vient pas toujours avec l'âge. Mais globalement, franchement, ça se passe bien. Il y a rarement des soucis. Je vois même pas trop qu'est-ce qu'il peut y avoir dernièrement, tu vois, c'est juste des petites fioritures à droite à gauche. Mais enfin, on va dire, c'est dans le milieu aussi, quoi. Les dramas, ça existe, ça existera toujours parce que les gens, ils sont trop attirés, enfin, on est très attirés par le sang, par ce genre de truc. C'est humain, quoi. C'est vraiment, c'est très humain. En convention, tu le ressens pas, ça, en revanche. Oh non, jamais. Dans la vraie vie, jamais. Jamais dans la vraie vie, je sens ça, tu vois. Tu fais beaucoup de conventions, justement, tu vas beaucoup à la rencontre de ta commu, ou est-ce que justement tu as aujourd'hui le loisir de le faire, comme tu le disais, sur du pop-up, sur Ouais. ton bar? Est-ce que tu t'éloignes un petit peu des conventions type Japan Expo ou autre? Alors du coup, oui, je me suis pas mal éloigné. J'en ai fait récemment. J'ai fait Japan Expo et j'ai fait Paris Manga. Et bah, ça m'a conforté dans le fait de refaire que des pop-up stores ou des trucs comme ça. Parce que là, récemment, j'ai été en dédicace à Lyon, par exemple, où c'est super bien organisé, où je peux rencontrer du monde, je peux discuter avec eux, et c'est beaucoup plus agréable en fait. Enfin, il y a peut-être un peu de snobisme, hein, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire des trucs où on va dire c'est plus calme et c'est plus posé, et je peux discuter avec les gens sans avoir à crier et sans qu'il y ait un minuteur entre guillemets qui me dise bon, faut faire passer parce que sinon il y a 200 personnes qui attendent derrière. Et bah, je préfère largement ce format-là, quoi. Mais aujourd'hui, maintenant, dès que j'essaie de faire des rencontres, je privilégie largement comment ça se passe au nombre de personnes. Comment ta famille voit le fait que tu es youtubeur, influenceur? Est-ce que c'est quelque chose qui est une discussion qui s'est menée petit à petit au fur et à mesure de la croissance de ta notoriété, ou comment ça s'est déroulé? Je viens d'une famille où à la base, avoir Facebook était déjà trop. Tu vois, vraiment en mode faut pas mettre son image sur internet, c'était ça.
Et après, quand ils ont vu que je voulais faire ça, ils s'y sont pas opposés. Ils s'y sont pas opposés, même si j'ai attendu un bon moment avant de leur parler. J'ai attendu d'avoir quelques milliers d'abonnés quand même pour en parler. C'était pas tout de suite dire ah papa, maman, j'ai envie de faire ça, tout ça. J'ai attendu un petit peu. Mais sinon, à part ça, non, ils sont très contents. Ils suivent à fond. Et en fait, ils suivent beaucoup parce que c'est la seule manière pour eux d'avoir des nouvelles de moi. Parce que je sais, parfois, je suis pas un mec qui donne beaucoup de nouvelles à mes parents. Et c'est déjà arrivé que ma mère découvre grâce à des vidéos que je suis dans un autre pays, quoi. Mon fils, je sais que tu vas bien car je t'ai vu sur YouTube. C'est un peu ça, oui. C'est déjà arrivé. Il me dit, bah, tu m'as pas dit que t'allais en Corée. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, je suis parti en Corée. Est-ce que ton ancienne école te contacte justement parce que c'est une école aussi de commerce, je crois, non? C'est que un G. Non, C'est que un G, ouais, ok. Ouais. Donc, est-ce qu'ils te contactent aussi de par ce statut-là ou pas du tout? J'ai déjà été contacté une fois ou deux, je crois, mais rien de sérieux, en vrai. Rien de sérieux. D'accord, ça s'est pas concrétisé. Ils Non, n'ont pas eu besoin de ton expérience à ce niveau-là, en tout non, cas. clairement pas. Puis même, j'adore les gens que j'ai rencontrés dans mon école, mais je porte pas particulièrement mon école dans mon cœur. Tu as une très bonne relation sur YouTube avec Tev, avec Mitsu. Ouais. Voilà, vous formez une des sphères du YouTube Japon, quand même un des gros pans. Ouais. Quelles sont tes relations, grosso modo, avec les YouTubeurs Japon? Est-ce que tu te considères comme un vieux YouTuber? Comment tu vois? Ah ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération? Comment ça se passe pour toi dans Dans ce YouTube milieu? Japon, enfin, je suis vieux, ouais, clairement. Ça fait 8 ans que je fais des vidéos, donc maintenant, ouais, je suis pas frais, quoi. Genre, je suis pas le truc à découvrir en mode la petite pépite qu'on partage. C'est plus du tout le cas, hein, clairement. Après, il y a des avantages aussi, hein. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une grosse masse aussi, tu as une stabilité sur YouTube qui est plus forte. Ça, c'est clair. Ce que je dis souvent, c'est que, en fait, bah, sur YouTube, on a des changements d'algo, il y a des changements de rythme, il y a des trucs qui bougent tout le temps. Mais plus t'es gros, moins tu les subis. Typiquement, on a rarement vu un Squeezie affecté par l'algorithme, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose, sauf que bah, tu descends dans l'échelle, et puis bah, je suis assujetti aussi à des changements d'algorithme et des trucs un peu violents qui peuvent se passer. Mais globalement, je me sens quand même plus. Quand t'as le million, le traitement de YouTube est un peu différent quand même. Tu te sens plus en sécurité, tu sens que ta Ouais, place est un peu plus au chaud. c'est ça, tu sens que t'es un peu plus au chaud, tu sens plutôt ta base de vue est plus stable. Vraiment, tu sens vraiment quelque chose comme ça. Après c'est une lutte de tous les, enfin c'est une lutte de tous les jours, hein, d'aller chercher le thème, la meilleure écriture, le meilleur titre, la meilleure miniature, comment faire en sorte que ça intéresse les gens. J'ai eu aussi un gros défi dans les dernières vidéos quand j'ai lancé ma série sur les tabous japonais. En gros, de faire en sorte d'intéresser les gens à des sujets dont on n'a jamais entendu parler, ou alors très très peu, et qui de base n'intéressent pas les gens. Ça a été un gros défi, notamment, je pense à ma vidéo sur les castes au Japon, où j'ai parlé des Bulakumin. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc en France, tout le monde s'en tape de ce genre de truc. Et de me dire que ouais, j'ai réussi, grâce au titre, à comment je l'ai amené, avec l'histoire, la narration, tout ça, à faire en sorte que ça intéresse, au moins, j'ai vu, là, il y a à peu près 800 000 vues. Je me dis, putain, ça c'est stylé, tu vois. Ça, c'est stylé. T'as devancé un petit peu ma question. Comment on fait pour se renouveler quand on est sur YouTube depuis tant d'années, qu'on a déjà abordé autant de sujets, qu'on a plusieurs chaînes? Comment on fait pour trouver des nouveaux sujets, pour aborder des choses qui n'ont pas encore été dites sur le Japon? Alors en fait, parfois, faut pas forcément chercher des trucs qui ont jamais été dits. Faut parfois le dire mieux, ou l'approfondir, ou réfléchir plus. Parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient être résumés en 5 phrases, hein. Très sincèrement, par exemple, quand je parle des disparitions au Japon, franchement, bah, ça pourrait être résumé en 5 lignes. C'est quoi le phénomène des disparitions au Japon? Le truc, c'est que ce qu'il faut faire, c'est pas mettre des tartines et commencer à étaler le propos. Ce qu'il faut, c'est creuser. Et ça, c'est le truc que j'ai vraiment compris quand j'ai fait l'écriture audible, la différence entre étaler un propos et creuser le propos. C'est ce qui fait que ça rend du coup, ce qu'on raconte vachement plus intéressant. Et typiquement, essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, comment ça a été mis en place, qu'est-ce qui se passe concrètement, est-ce que c'est encore d'actualité, enfin voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là qu'on doit se poser systématiquement quand on écrit un texte. Et bon, en tout cas, moi, c'est les questions que je me pose à chaque fois pour rendre les choses intéressantes. Et en même temps, si c'est barbant, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé les bons mots, ou alors qu'on a été trop lent sur un passage ou quoi. Et je fais beaucoup de corrections aussi là-dessus, pendant l'écriture, mais aussi pendant le montage. C'est-à-dire qu'une fois que le montage est terminé, que le monteur m'envoie la vidéo, eh bien, parfois il y a des parties, je me dis non, mais là, on s'emmerde, allez, ça dégage. Ce que je dis fondamentalement n'est pas inintéressant, je trouve, mais c'est juste que on s'emmerde. Ça veut dire que je l'ai mal dit. J'aurais dû le dire mieux pour que ça soit intéressant. Donc tu n'as pas l'angoisse de la page blanche.
Ah non, clairement. Alors vraiment, ça, de ce côté-là, j'ai la chance, j'ai pas du tout ce truc-là. Et surtout que maintenant, il y a plus des concepts que j'ai envie de créer avec des choses, enfin, comment dire, des bases très simples, mais avec avec des choses qui sont très compliquées à mettre en place. Je pense par exemple aux Japonais que j'ai fait venir en France pour découvrir le supermarché, les sushis, le métro, des choses comme ça. C'est des trucs sur papier, c'est une ligne. Des Japonais qui découvrent le supermarché. Sauf que à mettre en place, avoir les autorisations, à déplacer les gens, à faire en sorte de concorder les plannings, pour avoir la vidéo, tout ça, enfin s'occuper du sous-titrage pour pas que ça soit trop dense, ni trop léger, ni... Et là, on rentre sur des trucs qui sont vraiment intéressants parce que quand c'est de la vidéo prodée, c'est forcément c'est beaucoup plus de taf, mais généralement ça marche mieux. Est-ce que tu dirais que tu as été avantagé quelque part par le Ouais. fait d'être half, c'est pas Ah, clairement. condescendant dans ma bouche, Ouais. et ou de parler japonais naturellement et si oui, lequel des deux plus que l'autre? Ah, clairement, ça m'a avantagé. Je pense que c'est plus le côté de parler japonais, parce que, enfin, quoique, je sais pas. En vrai, il y a beaucoup de gens, enfin, je mettais beaucoup en avant le fait que j'étais franco-japonais au début, parce que bah, forcément j'ai des connaissances de par ma mère, de par les expériences que j'ai vécues avant. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve, je le mets beaucoup moins en avant. Et enfin, quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà peut-être 3 ans, quoi. Parce que ça change plus rien en fait à ce que je raconte. Parce que comme je parle de trucs qui sont vraiment inhérents à la société japonaise, bah c'est des choses qui vont toucher les Japonais et auxquelles j'ai jamais vécu. C'est des choses que j'ai jamais vécues. Quand je parle, attends, un exemple tout bête par exemple, mais bah voilà, quand je fais le tabou du cerisier où je parle de la police qui, entre guillemets, maquillait certaines choses, certains crimes pour les arranger, que je sois franco-japonais ou que je sois allemand, ça change vraiment rien à ce que je raconte pour le coup. Et c'était vraiment quelque chose qui était plus de l'ordre du jeu et de la première personne. Quand je dis jeu, c'est juste la première personne du singulier, voilà le jeu, au début de ma chaîne. Et c'est quelque chose que j'utilise quasiment plus du tout aujourd'hui, quoi. Tu es au Japon combien de fois et combien de temps par an? Alors, combien de fois les gens vont être surpris parce qu'ils ont l'impression que j'y suis tout le temps ou quoi, ou que je fais beaucoup de voyages. En vérité, j'y vais 3-4 fois par an. J'y vais 3-4 fois par an pendant un mois et demi, ce qui fait que globalement, je suis autour de 5 mois dans l'année au Japon. Est-ce que ça a été, ça s'est accéléré, ça a été rendu plus facile peut-être avec ta maison, bien sûr? Pas forcément, c'était vraiment le même rythme. Pour le coup, je faisais même vraiment le même rythme déjà avant d'avoir la maison. Ça n'a pas changé grand-chose. Vraiment maintenant, ce que je me suis interdit, c'est d'aller au Japon 1 ou 2 semaines. Ça, vraiment, je m'interdis. C'est-à-dire que vraiment, quand je vais au Japon, j'y reste minimum un mois. Vraiment, minimum un mois. Pourquoi? Euh, c'est vraiment pour protéger mon rythme de vie et pour m'imposer aussi une éducation comme ça, enfin une discipline autour de ça pour organiser mes vidéos vraiment bien, correctement. Parce que si je commence à me dire, ok, machin, faut que j'y aille, machin, je vais 2 semaines, tout ça, c'est déjà super éprouvant pour le corps, pour la planète, bon, même si je suis, enfin voilà, c'est un débat très compliqué, mais bon, c'est pas le top non plus. Et, et ouais, ça me permet de mieux cadrer, mieux avoir une vie vraiment, ok, quand je suis au Japon et je suis pas juste en déplacement au Japon. Il y a aussi cette composante plaisir, je pense, avec maintenant avec Jill, qui fait que Ouais, tu arrives à mieux organiser ton équilibre c'est travail, vrai. vie privée. C'est vrai. Ce qui est assez ironique, c'est que pour l'instant, vu qu'on vit pas encore ensemble en France, eh bien, on se voit plus souvent quand on est au Japon que quand on est en France. Est-ce que tu te vois Ouais. plutôt vivre au Japon ou plutôt en France à l'avenir? Ou continuer sur Vraiment, ce rythme hybride comme ça? je pense que je vais continuer sur ce rythme, vraiment. Peut-être, je trouve qu'avoir vraiment trouvé un bon rythme avec le un mois et demi au Japon et 2-3 mois en France, ça me permet de vraiment espacer les choses et surtout bah, en termes de mon travail et de toutes les activités que je dois faire. Je me vois pas définitivement habiter dans l'un ou dans l'autre, vraiment pas. Tu pourrais pas dire que tu préfères vivre en France ou au Japon en fait? Non, vraiment, il y a des moments où je suis vraiment très content de rentrer en France, et des moments où je suis vraiment content d'aller au Japon. Même si, j'avoue souvent quand je vais au Japon, c'est plus connoté en mode: «Allez, c'est parti, on va commencer à entamer la session de travail». Là, ça va charbonner à mort. Mais, maintenant aussi dès que je suis en France, ça ressemble aussi un peu à la même chose, donc, j'ai pas, j'ai pas trop de paradigmes différents à ce niveau-là. Vraiment, je me plais vraiment bien dans les 2. J'ai presque besoin des 2, quoi. Tu as une entreprise en France évidemment. Ouais. Est-ce que tu as aussi une entreprise au Japon pour tes Mmh. activités? Non, je suis, exclusivement en France parce que sinon je devrais payer, des impôts, 4 fois. Est-ce que tu pourrais dire que c'est, même sans cette expérience, plus facile ou plus difficile de travailler au Japon ou en France? Je pense qu'il y a des avantages dans les 2. Globalement, je pense qu'il y a plus d'avantages à avoir une société au Japon
parce qu'en France, au niveau des taxes, on est largement plus élevé qu'au Japon. Et le deuxième avantage qu'a le Japon par rapport à la France, c'est surtout au niveau de l'embauche. L'embauche en France est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus onéreuse que par rapport à celle au Japon. Tu disais tout à l'heure que quand tu vas au Japon, tu as cet effet j'y vais pour travailler. Ouais. Donc, il y a quelque part ce voyage qui est un voyage professionnel dans tous les cas. En tout cas, on Ah oui, mélange le clairement. pro-perso, mais est-ce qu'on arrive quand même à profiter du voyage quand on est youtubeur japonais? Ça dépend ce que tu appelles profiter. Enfin, vraiment, quand je vais au Japon, j'y vais en tant que comme si je vivais enfin, vraiment, enfin, comme je vis là-bas, quoi. C'est-à-dire que je me fais pas des kiffs à partir à droite à gauche en permanence. Au contraire, hein, je suis chez moi et je bosse depuis chez moi et puis après, je vais voir les trucs à droite à gauche de mon quartier, je vais manger au resto à côté dans le quartier, mais je suis pas dans l'exploration en me disant: «Allez, c'est parti aujourd'hui, on va à Akihabara» ou quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Sortir de Tokyo, c'est quelque chose que tu arrives à faire à titre de plaisir ou est-ce que chaque fois tu as toujours en tête cette vidéo YouTube, ce C'est très live? dur. Moi, j'avoue, je fantasme vraiment sur un moment où je pourrais prendre 2 semaines, où je pourrais ne pas réfléchir aux vidéos et me balader au Japon, un peu en exploration. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça! Putain, parce que vraiment, c'est pas possible du tout pour l'instant. Vraiment, c'est absolument pas possible. T'es prisonnier de YouTube? Un petit peu, ouais, clairement. Bah, en fait, c'est une prison, qu'on a envie de construire soi-même parce qu'on est quand même bien dedans, hein, genre, je vais pas le mentir non plus. Je suis content d'être, dans ce truc-là. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, moi, les vidéos qu'il faut sortir, il y a pas de négociation possible, hein. Faut les sortir, faut pas baisser la qualité, faut continuer de pondre les vidéos, et ça se fait pas en 2 jours, 2 semaines. T'as vraiment cette volonté d'avoir un travail qualitatif et régulier, ça se ressent beaucoup Merci. dans l'échange. Est-ce que tu réfléchis toujours à la manière dont vont être perçues les vidéos par ta commu et par les viewers? Ou est-ce que petit à petit tu te dis, maintenant je suis assis, j'ai la possibilité, comme tu le disais tout à l'heure, d'aller explorer d'autres territoires, et est-ce que je peux m'offrir un peu plus de liberté sans penser au retour? Mmh, pas vraiment, pas vraiment. Et enfin, moi, je considère que mon travail, si jamais j'ai envie, parfois il y a des sujets qui vraiment me touchent beaucoup plus que d'autres, hein. Vraiment, la série des 5 tabous, tu vois, j'en parle beaucoup, c'est que vraiment j'ai adoré la faire. Ça m'a beaucoup plus touché, j'ai adoré faire des recherches là-dessus parce que j'ai compris plein de choses. Mais par contre, il y a un énorme travail pour faire en sorte d'intéresser les gens à ça. Et c'est vraiment pas le même travail entre rendre une vidéo intéressante et faire en sorte que les gens aient envie de cliquer dessus. C'est vraiment très différent. Et pour moi, je trouve que YouTube a besoin des deux. Ça sert à rien de faire une vidéo magnifique si, entre guillemets, l'emballage de la vidéo est moche. C'est malheureux parfois, c'est comme ça. Mais il y a plein de bonnes vidéos, elles ont un mauvais emballage, et donc du coup, on n'a pas envie d'aller dessus, quoi. Donc ouais, je travaille vraiment beaucoup là-dessus, et à chaque fois, c'est une prise de tête de fou, hein. Quand je me dis, ok, ça, j'ai envie de parler de ça, comment je fais en sorte que les gens aient envie de cliquer sur ce contenu? Comment je fais en sorte que les gens, ils veulent, parce qu'une fois qu'ils vont cliquer, je sais que ils vont kiffer. Parce que si je suis passionné, ça veut dire que je vais réussir si je me foire pas à transmettre ce truc-là, et donc du coup les gens vont être contents. Mais comment les amener jusqu'au clic, et ça c'est un travail de fou furieux. Est-ce que c'est plus compliqué justement sur YouTube qu'en live sur Twitch ou autre plateforme comme ça, plus en direct? Ça dépend ce qu'on compte faire. Par exemple, si je te dis, ce que tu me demandes, est-ce que c'est compliqué de faire une vidéo TV? Oui, je vais te dire non. Là, c'est vraiment, c'est d'une facilité, mais ahurissante. Enfin, genre, je pense que Tev, il t'a dit la même chose. Mais vraiment, faire du TV Louis, on allume la caméra, on bouffe, that's all, quoi. Et on rigole un coup. Vraiment, c'est vraiment très, très facile. Et maintenant, on a la recette. Maintenant, on connaît comment ça fonctionne. On sait comment faire en sorte de rattraper une vidéo aussi. C'est très important. Parce qu'il y a des moments où tout ne se passe pas comme prévu, et donc du coup, il faut réadapter les choses. On se dit, ok, on va retourner en studio pour faire un débrief, et donc du coup, ça va permettre d'alimenter un peu la vidéo. Il y a plein de choses comme ça. Mais je veux dire, si je devais noter, entre guillemets, le travail et les efforts entre les deux chaînes, sur TV Louis, on est à 10, sur la chaîne Wissan, on est à 120, quoi. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. La chaîne Louis, c'est ta troisième chaîne. Ouais. C'est une chaîne plus lifestyle. C'est une chaîne plus lifestyle, et c'est rigolo, c'est que techniquement, je peux faire ce que je veux, et ben j'ai plus de mal à faire des choses dessus que sur la chaîne Louis où je dois faire que du Japon. Donc tu sors totalement du territoire Japon pour le coup. Ouais, là, je sors vraiment complètement du territoire Japon. En fait, à la base, quand je l'ai créé, c'était pendant le confinement, parce que bah, j'avais vraiment éditorialisé ma chaîne principale sur du Japon pur et dur. Et alors qu'avant, je parlais de temps en temps un peu de moi ou de mes aventures à l'école ou des trucs comme ça. Et j'avais un peu ce besoin de mettre ça quelque part, quoi.
j'avais envie de transmettre un peu ça, et raconter des histoires, et puis même m'améliorer sur certains trucs. Donc c'est pour ça que je l'ai créé, la chaîne Louis. Aujourd'hui, elle a un petit rythme de croisière. C'est vraiment pas la chaîne, entre guillemets, genre vraiment, comment dire, il y a plus trop, enfin, il y a pas l'engouement de fou dessus, clairement pas, tu vois. Mais ça a son petit rythme de croisière, c'est sympa. Moi, je vais continuer de publier dessus toutes les 2 semaines, et ça roulotte, quoi. Tu te vois continuer à travailler autour du Japon toute Ouais. ta vie? Ouais, clairement, ouais. Ça, je suis content, j'ai un thème, tu vois, où c'est pas choquant, quoi. Genre, même si, entre guillemets, enfin, genre, si j'ai 55 ans et je continue à faire des vidéos sur le Japon, je pense pas que ce sera choquant, tu vois. Au contraire, il y a d'autres thématiques que je pourrais aborder qui, qui n'ont jamais été, enfin, que je peux pas aborder aujourd'hui, par exemple. Donc je te donne ces 2 semaines, ce sera Ouais. ma question finale. Ok. Ces 2 semaines de liberté où tu es au Japon, tu peux aller où tu veux, tu vas où? Alors, où est-ce que je vais? C'est très simple. Je prends ma voiture, je vais sur l'autoroute et je sais pas. Je vais quelque part, je sais pas, et je m'arrête quand j'ai envie. Franchement, c'est le premier truc que je ferais. Et si jamais, entre guillemets, j'ai un peu plus d'idées en tête, j'aimerais bien aller plus vers Fukuoka. Un peu pour voir le sud du Japon, mais sans partir à Okinawa, quoi. Ou alors le nord du Japon, vraiment vers Hokkaido, que je connais très, très peu. Très, très peu. Je suis allé une fois à Sapporo, je suis allé une fois marcher sur la banquise là-haut, là. Mais sinon, je connais très, très peu l'île là-bas. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nos lecteurs, nos Non, auditeurs? bah écoute, pas particulièrement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à être intelligible. Et puis merci beaucoup à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup Louis d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. Et puis, comme me l'a conseillé Tev, je vais vous proposer de vous abonner et de mettre 5 étoiles. 5 étoiles, c'est une bonne idée. Merci à tous d'avoir regardé. Mettez un pouce bleu. Et à la prochaine. Tchuss, c'est ça? C'est exactement ça. Je te laisse couper alors. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.